Il est 9 heures. Je vous propose de commencer notre webinaire. Bienvenue à toutes et tous. Il y a une cinquantaine d'inscrits, de participants ce matin. Je commence par me présenter et je ferai office en fait de gestionnaire du temps, si on peut dire. Donc, je suis Corinne Chabre, je travaille au sein de la Chambre de commerce et d'industrie du Var. J'interviens auprès des entreprises sur les thématiques de développement durable, de RSE et d'énergie. Je vous rappelle quelques règles en fait de bon fonctionnement pour ce webinaire qui va durer un petit peu plus d'1 heure. Donc, je remercie à toutes les personnes qui n'interviennent pas de bien vouloir, s'il vous plaît, couper vos micros, puisque comme ça, nous aurons une meilleure qualité de son pour nos intervenants. Sachez que ce webinaire est enregistré. Il sera diffusé aux participants, aux inscrits, par les différentes chambres de commerce territoriales qui se sont joints à nous pour l'organiser. De même que vous recevrez aussi à l'issue de ce webinaire les présentations en fait de nos intervenants. Sans plus attendre, je passe la parole à Monsieur Lionel Virenque, qui est chef d'entreprise, dirigeant de la société Les Maisons du Midi, mais qui est également président de la commission transition écologique et énergie de la Chambre de commerce et d'industrie du Var. Très bien. Merci, merci Corinne. Écoutez, nous avons donc souhaité effectivement organiser ce webinaire avec les autres CCI territoriales de la région. Donc Nice, 06, 84 et puis d'autres, hein, Corinne, je crois. Donc, alors, ce webinaire a comme objectif, dans un premier temps, de décrypter la réglementation sur bâtiments tertiaires et puis aussi de faire gagner du temps, pour se mettre en conformité. Je dirais aussi que dans le prolongement de notre action au travers de la commission transition écologique et énergie, l'idée c'est de faire en sorte, que ce soit auprès des entreprises et dans des collectivités, de transformer ce que l'on pourrait subir, ce qu'on pourrait imaginer subir comme des contraintes, de les transformer en opportunités. Je dirais que c'est d'autant plus vrai au travers de l'actualité qui nous rattrape, avec les crises sont des amplificateurs de tendances de fond, avec ce qui concerne les problèmes de prix et de livraison au niveau de l'énergie. N'oublions pas que l'actualité renvoie toutes les autres informations passent au deuxième rang. On a eu le rapport du GIEC qui est passé effectivement un petit peu sous silence, mais qui démontre une fois de plus l'intérêt et l'urgence à décarboner nos vies, décarboner nos activités. Dans le cadre de ce webinaire, je voudrais remercier les services de l'État qui nous rejoignent, comme l'Adréal, la CEREMA, la DTM 83, et puis nos partenaires GRDF et Enedis. Voilà, Corinne, je vous laisse reprendre la main. Voilà, donc vous avez effectivement les différents intervenants
qui sont affichés à l'écran. Vous obtiendrez aussi leurs coordonnées avec la diffusion de leur présentation PowerPoint qui vous sera envoyée après ce webinaire. Et je passe de suite la parole et la maîtrise de l'écran à Monsieur Pamel, qui est chef de l'unité Air Climat Transition énergétique au sein de l'Adréal. Oui, bonjour, merci beaucoup. J'espère qu'on m'entend bien. Très bien. Si j'arrive à récupérer la main rapidement. Est-ce que c'est bon? Oui, vous n'êtes pas tout à fait en plein écran. Voilà. On est bon là? Parfait, merci. Bon, je vais entre les écrans, ça va aller. Voilà, donc bonjour à tous, je vais être bref. L'idée, c'était vraiment d'être présent avec vous aujourd'hui et je remercie la CCI et tous les collègues de cette invitation. Donc, c'est vraiment important pour nous de vous accompagner dans la mise en œuvre de ce dispositif éco-énergie tertiaire. Donc, c'est une obligation réglementaire. C'est un levier qu'on utilise souvent dans l'administration avec aussi parfois plus la carotte avec la partie financement. Et nous, Réal, c'est plutôt souvent le bâton. Et donc, l'accompagnement réglementaire, il est important pour faire avancer les choses de façon homogène et équitable. Donc, ce dispositif, l'idée, c'est d'embarquer l'ensemble des acteurs du secteur tertiaire vers la sobriété énergétique. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'on peut parler d'énergie renouvelable ou tas de choses. La priorité, c'est d'abord de limiter les consommations. Et le bâtiment, on va le voir tout à l'heure, est un important consommateur d'énergie et émetteur de gaz à effet de serre. L'intérêt de ce dispositif, c'est qu'il est progressif. On va voir, il y a différents objectifs à différents horizons. Et il est très extensif, on va dire. C'est-à-dire que quasiment tous les bâtiments sont concernés. Ça, c'est important. L'objectif, c'est d'avoir une action. D'accord ? Donc, on vise les bâtiments existants. Il faut qu'il y ait des actions de rénovation et éviter au maximum la consommation d'énergie. Les différentes façons d'atteindre les objectifs vont vous être expliquées. Et on peut aussi, si nécessaire ou si on est contraint, techniquement, architecturalement, au niveau du patrimoine, d'adapter les contraintes en fonction de différents critères. Hop. Donc, je vais passer rapidement sur le besoin de l'obligation. Les bâtiments concernés, j'en dirai un mot également, mais M. Bakhtaoui détaillera exactement comment voir de quelle façon vous êtes assujetti. Ensuite, les grands principes et la partie ressources, comme l'a dit Mme Chabre, vous aurez les diaporamas. Donc, tout au long du diaporama, vous verrez, il y a des petits liens. Donc, le diaporama est beaucoup plus long que mon intervention, mais comme ça, vous avez les liens vers différents outils. Il y a de nombreux outils qui sont disponibles pour vous accompagner. Donc, l'obligation, on va faire simple, je pense que vous connaissez bien déjà ces chiffres. Donc, le secteur du bâtiment, c'est une part très importante des consommations d'énergie et le tertiaire notamment. Donc, le tertiaire privé, c'est 2/3 du parc. Donc, on voit pourquoi il y a un besoin de travailler sur le secteur du tertiaire, sachant qu'on travaille aussi notamment avec la nouvelle réglementation environnementale 2020, on travaille aussi sur les constructions neuves, mais il est important de travailler sur l'existant. On voit que c'est une part très importante des consommations en France. Donc, il y a des obligations d'agir, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. La prise en compte de la qualité de la construction et de l'énergie dans les bâtiments, c'est quelque chose d'assez ancien. Donc, avec beaucoup d'objectifs pour essayer de réduire les consommations de ce secteur et de réduire aussi les coûts. On voit aujourd'hui l'importance de maîtriser sa consommation d'énergie, notamment par une forte augmentation du coût qui peut impacter directement les entreprises. Les bâtiments concernés, donc en 2 mots, puisque le CEREMA va y revenir, c'est quasiment tous les bâtiments existants avec un seuil à 1000 m², à l'exception des constructions provisoires, des lieux de culte et de tout ce qui va être usage de défense. Donc là, comme je disais, les petits liens, je ne sais pas si on voit ma souris, mais par exemple, atelier assujettissement, ça vous met un petit clic vers un lien pour pouvoir accéder à ces éléments. Donc, tous les bâtiments sont concernés.
Voilà, je pense que c'est vraiment cet état d'esprit qu'il faut avoir conscience. Et on vise à la fois les propriétaires et les locataires. Les grands principes. L'objectif premier, c'est d'avoir une réduction des consommations. Donc, on a des objectifs qui peuvent être soit en valeur relative, c'est-à-dire qu'on baisse en pourcentage par rapport à une année de référence. Il faut choisir, définir. Et on vise une réduction de 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050. C'est vraiment tous usages confondus. Et la deuxième façon, pour atteindre l'objectif, c'est en valeur absolue. C'est-à-dire que si on a déjà un bâtiment qui est performant, la baisse de 40, 50, 60%, elle peut être difficile à atteindre, en toute bonne volonté. Donc, l'intérêt de cette valeur absolue, c'est d'avoir un bâtiment qui soit comparable avec d'autres bâtiments pour pouvoir voir si on est conforme. Le choix, il est simple, puisque c'est le logiciel qui va vous le faire, qui va vous l'apporter. Et on peut mutualiser les résultats quand on a un patrimoine sur différents sites pour agir en priorité sur les bâtiments où ce sera plus efficace. Les leviers d'action, donc il y en a beaucoup, c'est d'abord la performance énergétique, avec des travaux sur l'enveloppe, mettre des équipements performants, optimiser aussi l'exploitation, puisque un peu comme une voiture où deux personnes vont avoir des consommations différentes avec la même voiture, strictement, mais c'est pareil pour un bâtiment. Donc l'exploitation elle peut être importante avec des gains assez nets pour des coûts assez faibles. Adapter aussi les locaux à un usage économe en énergie. Et comme on peut avoir quelque chose sur l'exploitation du bâtiment, on peut avoir aussi un rôle sur le comportement des occupants qui peut impacter très fortement la consommation. Et pour atteindre les objectifs, il faut mobiliser tous ces leviers. Ce n'est pas au choix. Et la plupart, ou en tout cas certaines, ne nécessitent pas forcément d'investissement important. Les modulations, je les évoquais rapidement, donc ça peut être des contraintes techniques, donc avec un dossier technique qui doit être apporté. Des disproportions économiques, donc là il y a un dossier technique à présenter assez vite, relativement vite en 2027, et des changements d'activité qui peuvent modifier aussi l'usage du bâtiment. La plateforme Opéra, là vous avez tous les liens, donc c'est le logiciel pour pouvoir déposer vos déclarations et vos données avec une remontée annuelle et qui va vous apporter aussi pas mal de choses, c'est de pouvoir voir où est-ce que vous en êtes sur la conformité, sur la consommation. Et il y a aussi tout un tas d'outils qui vous permettent de mettre en œuvre ce décréterciel. Et la plateforme, elle vous affiche des résultats, donc avec des petites feuilles de couleurs pour voir si vous êtes bon ou pas. Et elle vous donne une attestation aussi. L'intérêt, ça peut être de communiquer positivement quand vous avez un bâtiment de qualité, vis-à-vis de vos clients notamment, ou de vos partenaires. Ça peut faire partie d'une démarche vertueuse en lien avec les consommations de son bâtiment. Et ça, ce logiciel va vous le donner de façon automatique une fois que vous aurez tout complété. Donc, ce n'est pas si simple, mais en tout cas, ça donnera une légitimité forte aux actions que vous mènerez sur votre bâtiment. Et voilà, tout le lien des ressources. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et le calendrier avec une actualité forte cette année. Merci, monsieur Pamel. Voilà, j'essaie de faire très court, comme promis. C'est parfait. Donc, à tous nos auditeurs, si vous avez des questions, je ne l'ai pas précisé en début de webinaire, mais je vous le précise maintenant. Sachez qu'un temps dédié aux questions-réponses vous est bien réservé. Donc, n'hésitez pas tout au long des présentations à indiquer dans le fil de discussion vos questions et nos intervenants y répondront effectivement dans le temps dédié. Et voilà, du coup, je passe la parole à monsieur Baktaoui qui se prépare en ce moment et qui va nous parler de l'assujettissement. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Parfaitement, merci. Alors, je vais commencer. Donc, effectivement, merci à l'Adréal pour cette présentation qui a été très, très claire, sur laquelle je vais pouvoir rebondir sur certains éléments. On va aborder la notion de l'assujettissement. Il s'agit de
des premières questions que vous aurez à vous poser sur votre patrimoine. On va voir un petit peu les bâtiments concernés, la notion d'unité foncière et de site, et très brièvement aussi la notion de lien fonctionnel. Donc, l'assujettissement, il est assez large. Donc, effectivement, tous les bâtiments à usage tertiaire sont concernés. Moi, je vous conseillerais même dans vos plans d'action de ne pas hésiter aussi à recenser les bâtiments inférieurs à 1000 m², parce que comme vous le savez, les réglementations sont mouvantes et donc il ne faut pas forcément les occulter. Mais aujourd'hui, effectivement, il faut regarder les bâtiments supérieurs à 1000 m² lorsque c'est essentiellement un bâtiment qui est concerné. Il faut regarder tous les bâtiments à usage mixte sur lesquels vous pouvez être à la fois propriétaire et locataire ou sur lesquels il peut y avoir d'autres activités tertiaires. Et il faut regarder aussi, on verra ce que l'assujettissement lorsque l'ensemble des activités tertiaires se situe sur une unité foncière ou sur un site, et on pourra en donner des éléments de définition. Comme l'a dit l'Adréal, tous les bâtiments existants et neufs sont concernés. Donc l'assujettissement, il est très très large. Donc ça concerne autant les propriétaires que les preneurs à bail. Donc il y a vraiment une discussion à avoir entre les propriétaires et les preneurs à bail. Et on parle de surface de plancher. Donc, l'assujettissement concerne les surfaces de plancher. C'est assez nouveau, ce qui veut dire qu'on ne parle pas de surface chauffée. Donc, c'est vraiment la définition de la surface de plancher qui est précisée ici sur cette diapo-là, en excluant certaines parties, notamment les surfaces dont les surfaces de plafond sont inférieures à 1,80 m, par exemple. Donc, la notion d'unité foncière. Donc, en général, une parcelle égale une unité foncière. Donc, on parle d'unité foncière comme un îlot d'un seul tenant, qui est composé d'une ou plusieurs parcelles qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision. Donc, c'est vraiment très important comme définition. On verra des cas particuliers, des études de cas particuliers de bâtiments. Donc, en général, une parcelle égale une unité foncière, mais vous pouvez avoir là, comme dans l'exemple ci-dessus, vous pouvez avoir plusieurs parcelles qui appartiennent au même propriétaire et qui constituent une seule unité foncière. Et donc, l'assujettissement, dans ce cas-là, il sera regardé à l'échelle de l'unité foncière. Le site, lui, la définition, elle est sensiblement différente. Elle vient prendre les cas où les unités foncières peuvent être multiples, mais peuvent présenter la même entité d'exploitation. Donc, par exemple, là, vous avez le cas d'une cantine, d'un collège, d'un gymnase. C'est la même entité d'exploitation. Et donc, c'est un même site parce qu'il peut y avoir plusieurs unités foncières, mais l'exploitation, elle fait partie du même gestionnaire. Donc, du coup, cette notion-là, elle s'apprécie à l'échelle, l'assujettissement peut s'apprécier à l'échelle de plusieurs unités foncières. Donc, il faut regarder s'il y a un seul gestionnaire et des liens fonctionnels entre les différentes parcelles. Quelques exemples. Vous pouvez avoir des sites, par exemple, sites industriels, des établissements d'enseignement, des groupes scolaires, des établissements hospitaliers, des complexes sportifs sur lesquels, forcément, vous pourrez avoir plusieurs parcelles, voire plusieurs unités foncières, mais un seul site. Voilà. Un petit encart là qui précise que l'assujettissement ne dépend pas du schéma énergétique. Ça, c'est très important parce que vous pouvez avoir un seul point de livraison avec plusieurs unités foncières. Ce n'est pas le point de livraison qui va vous définir l'assujettissement. Si les unités foncières sont complètement distinctes avec des propriétaires disjoints, on regardera à l'échelle du bâtiment comme on l'a vu en introduction. Donc, les exemples seront éclairants. Alors voilà, je suis propriétaire, donc je suis assujetti dans les trois configurations suivantes. Cas d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, donc de plus de 1000 m². Le cas d'une unité foncière, dans ce cas-là, on va regarder si à l'échelle de l'unité foncière et du propriétaire, la somme des surfaces tertiaires est supérieure à 1000 m². Par exemple, si 6 petits commerces d'une surface de 200 m² dans la même unité foncière seront assujettis. Voilà. Cas du site, alors là, vous avez plusieurs unités, vous pouvez avoir une ou plusieurs parcelles et une ou plusieurs unités foncières. Et là aussi, on va regarder à l'échelle de l'ensemble de ces unités foncières si les surfaces tertiaires cumulées dépassent les 1000 m². Donc voilà, la différence, là où il peut y avoir au début un petit peu des complications, c'est entre l'unité foncière et le site. Il faut bien avoir en tête que l'unité foncière, en général, l'unité foncière égale une parcelle.
mais c'est vraiment à l'échelle d'un seul propriétaire, alors que le site, il peut y avoir plusieurs propriétaires, il peut y avoir plusieurs unités foncières, mais on regarde là plutôt l'entité d'exploitation. Voilà, on regarde vraiment l'aspect gestionnaire. Comment fonctionne le site, c'est plutôt une question de bon sens pour l'aspect site et plutôt une question juridique pour l'aspect unité foncière. Voilà, un exemple de schéma. Vous avez un bâtiment qui héberge des activités tertiaires. Donc, vous regardez s'il y a des cas d'exclusion. Donc, ça a été abordé, hein, les lieux de culte, les constructions provisoires et les sites de défense. Donc, s'il y a un cas d'exclusion, oui, donc vous n'êtes pas assujetti. Donc, c'est la flèche ici. S'il n'y a pas de cas d'exclusion, vous regardez ici si le bâtiment ou la partie du bâtiment cumule 1000 m². Si ça cumule 1000 m², donc vous êtes assujetti. Si ça ne cumule pas 1000 m², dans ce cas-là, vous allez regarder si dans l'unité foncière dans laquelle vous vous trouvez, s'il y a d'autres bâtiments et qu'il faut comptabiliser pour voir si la somme des surfaces dépasse les 1000 m², ou si vous vous situez dans un site sur lequel il y a d'autres unités foncières à considérer. Et dans ce cas, on va ensuite comptabiliser les surfaces de ces unités foncières ou du site pour voir si on est supérieur à 1000 m². Dans ce cas-là, on sera assujetti. Et si on n'est pas supérieur à 1000 m², dans ce cas-là, on revient ici et on n'est pas assujetti. Voilà, ici, vous avez le cas d'un bâtiment, une seule parcelle. Donc, la vérification de l'assujettissement du bâtiment se fait à l'échelle du bâtiment parce qu'il est seul dans une unité foncière, dans une parcelle. Donc, on regarde si le bâtiment, un bâtiment de bureau, par exemple, tertiaire, s'il fait moins de 1000 m², dans ce cas-là, il est seul, il n'y a pas de problème, il ne sera pas assujetti. S'il fait plus de 1000 m², il sera assujetti. Donc là, vous avez une seule unité foncière aussi, mais par contre, vous avez du résidentiel, du commerce et des bureaux. Donc là, dans ce cas-là, la vérification de l'assujettissement, elle se fera en comptabilisant essentiellement la partie bureau et la partie commerce, exclusion faite de la partie résidentielle. Donc aussi là, pas de complications particulières, une seule parcelle, donc une seule unité foncière, donc on comptabilise juste la somme des surfaces tertiaires. Ici, vous avez deux bâtiments, une seule unité foncière. Donc là, on va regarder, là, vous avez une entreprise X et une entreprise Y qui font partie de la même unité foncière, même s'ils n'ont pas de lien fonctionnel. Du coup, comme ils font partie de la même unité foncière, on va sommer les bâtiments, les surfaces tertiaires de l'entreprise X et de l'entreprise Y. Ici, vous avez le cas de deux unités foncières. Donc, chaque parcelle est une unité foncière indépendante. Il n'y a pas de lien fonctionnel entre les deux. Donc, le propriétaire A, ça peut être une entité fonctionnelle séparée, un commerce. Le propriétaire B, ça peut être un bâtiment de bureau qui lui aussi est assujetti, mais il n'y a pas de lien fonctionnel. Donc, la vérification se fait vraiment à l'échelle de chaque bâtiment. Parce qu'on a par rapport au cas précédent, on a deux parcelles cadastrales. Donc, on a vraiment deux unités foncières disjointes. Ici, vous êtes dans le cas où vous avez plusieurs parcelles, mais cette fois, entre le siège de l'entreprise X et l'immeuble 1 et l'immeuble 2, qui constituent tous les deux le siège de l'entreprise X, vous avez un lien fonctionnel. C'est la même entreprise. Donc, vous avez bien deux unités foncières, mais par contre, il y a vraiment un lien fonctionnel. Donc, du coup, la vérification de l'assujettissement se fait à l'échelle de l'ensemble des deux bâtiments. On ne peut pas les disjoindre, malgré la séparation par une voirie, par exemple. Ici, vous avez l'exemple d'une commune avec deux parcelles contiguës, donc une mairie et un groupe scolaire, donc avec le même propriétaire qui forment donc une unique unité foncière. Donc la vérification de l'assujettissement se fait à l'échelle de l'unité foncière et donc de l'ensemble des bâtiments. Un dernier exemple, il me semble. Donc vous avez ici, par exemple, le cas d'un site où vous avez un site composé de deux unités foncières, donc parcelle cadastrale 1, parcelle cadastrale 2, 3 bâtiments de campus dans la première unité foncière, 4 bâtiments dans la deuxième unité foncière. Comme il y a un lien d'exploitation, la vérification des cumuls de surface tertiaire se fait à l'échelle de l'ensemble du site. Donc, par exemple, si on a 400 m² pour la parcelle cadastrale 1 et 800 dans la parcelle cadastrale 2, là, le site va être assujetti parce que c'est la même entité d'exploitation. Et donc, il sera assujetti au décret éco-énergie tertiaire. Voilà, j'essaie d'être rapide, donc n'hésitez pas, donc, si vous avez des questions sur l'assujettissement, on est là pour y répondre. Merci, Monsieur Bakhtaoui. Je pense que vous aurez des questions tout à l'heure, en fait.
puisqu'effectivement, cette partie-là n'est pas forcément très facile. Et certaines entreprises ont des configurations un petit peu complexes. Nous allons passer la parole maintenant à GRDF, en fait, Monsieur Guillaume Pro, pour son intervention. Oui, bonjour à tous. J'imagine que vous m'entendez. Déjà, merci beaucoup à la CCI pour l'invitation sur ce webinaire. C'est vrai que c'est important pour GRDF de pouvoir intervenir comme facilitateur à la fois dans le cadre de ce décret, mais également de manière un peu plus générale dans le cadre de la transition énergétique. Donc, merci beaucoup. De mon côté, je vais vous présenter deux principaux outils, deux principaux items. Dans un premier temps, toute la partie accompagnement sur le décret tertiaire que GRDF va vous proposer. Alors, il va y avoir un accompagnement technique par le biais d'experts GRDF qui sont des relais de CEGIBAT. Alors, ça a noté que CEGIBAT est le centre d'expertise de GRDF et qui a pour mission d'informer et d'outiller les professionnels du bâtiment sur la réglementation gaz et l'efficacité énergétique. L'idée de cet accompagnement est de faciliter l'identification de vos enjeux, qu'ils soient techniques, budgétaires ou bien réglementaires, et des solutions qui doivent être en adéquation. Sur le volet données de consommation et historique, on va avoir plusieurs outils. Dans un premier temps, les compteurs communicants. Donc là, c'est les compteurs que vous connaissez, Gaspard, qui vous permettent de suivre les consommations journalières en temps réel, après demande à votre fournisseur. Il va y avoir d'autres outils qui vont vous être proposés gratuitement sur le site GRDF en fonction de la taille de votre patrimoine, et j'y reviendrai juste après. Et dans le cadre du décret, du décret éco-énergie tertiaire, là, pour le coup, il va falloir me demander en direct parce que les outils ne permettent pas de remonter à 10 ans. C'est une prestation qui est gratuite et dont les résultats, dont les données sous format Excel vous sont communiquées sous environ 1 à 2 semaines maximum. On peut passer à la slide suivante. L'idée essentielle pour vous, d'un point de vue analyse énergétique, va être d'identifier votre stratégie. Ça va être de cerner vos enjeux, qui soient orientés labels environnementaux, des notions de budget ou de projets vitrines, de référence, et de définir un plan d'action qui va en découler. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est que GRDF vous accompagne techniquement et notamment sur 3 axes. Spécifier et recenser vos besoins dans un premier temps. Ensuite, il va falloir définir des priorités entre le confort, l'investissement et des aspects environnementaux. Et la finalité va être d'identifier avec vous la solution la plus adaptée à vos besoins en conformité avec les réglementations. Donc voilà, ça c'est la finalité. En ce qui concerne vos projets neufs ou pour l'existant, vous pouvez également vous appuyer sur des outils qui sont proposés sur le site CEGIBAT dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vont vous permettre de prédimensionner ou de sélectionner vos types d'équipements en fonction de la nature de vos projets. On peut passer à la suivante. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs outils qui vont vous être mis à disposition sur le site GRDF et donc qui vont être fonction de votre patrimoine. Bien sûr, l'objectif va être de pouvoir vous proposer un contrôle des quantités d'énergie consommées et d'en faire l'analyse. Donc, pour ce faire, vous avez 3 principaux outils qui sont dans un premier temps Atovisu Conso. C'est un service d'accès aux données individuelles via une plateforme de visualisation qui est orientée plutôt pour des entreprises multisites. Donc, on va parler de plus de 30 points de raccordement, 30 PCE. Donc, ça va être des collectivités, des organismes publics. Par contre, on va avoir dans un deuxième temps pour des sites un peu plus de taille un peu plus réduite ou du moins avec moins de PCE, on va avoir mon espace GRDF qui va permettre de collecter vos données en différé. Les données mensuelles, il faut noter qu'elles sont disponibles pendant 5 ans.
Enfin, vous avez GRDF Addict, qui est un abonnement API entre deux serveurs informatiques et qui va nécessiter le développement d'un codage pour communiquer avec nos serveurs. Et il va falloir avoir sa propre interface pour gérer les données. Et donc, je vais en parler justement. Je vais me concentrer, la slide suivante, s'il vous plaît, sur les principaux outils à utiliser. Donc, comme je l'ai indiqué, on va avoir mon espace GRDF qui est valable pour quelques sites ou bien en monosite et en mono-utilisateur. L'avantage, c'est que le demandeur est totalement autonome. Et puis, on va avoir des espaces qui vont être différenciés selon 3 profils, qu'on soit particulier, qu'on soit entreprise ou collectivité. Ça, c'est un point important. Enfin, je vais revenir quand même sur Addict. Addict, c'est des accès sécurisés aux données de consommation brute. Donc, elles ne sont pas mises en forme et en masse, sous la forme de flux automatisés, ainsi qu'aux données techniques et contractuelles qui vont vous concerner. Enfin, donc, comme je le disais tout à l'heure, pour le décret tertiaire, et l'idée, c'est, comme ça a été présenté tout à l'heure, d'identifier l'année de référence sur les 10 dernières années et en l'occurrence les espaces, l'espace GRDF ou l'autre outil dont j'ai parlé tout à l'heure ne vont pas permettre de remonter à 10 ans. Donc là, pour le coup, l'idée, c'est de revenir vers moi. Vous trouverez mes coordonnées plus tard et je vous ferai parvenir vos données. Simplement, il faudra me communiquer vos numéros PCE, donc numéro de point de raccordement. Voilà en ce qui me concerne. Voilà, donc là, comme je le disais, vous avez mes coordonnées s'il y a besoin d'éléments complémentaires ou bien notamment des données de consommation, vous avez mes coordonnées. Merci. Merci à vous, Monsieur Pro. Donc, je pense également qu'il y aura des questions vous concernant tout à l'heure. Je vais passer la parole maintenant à Enedis. Et donc, ce sera Monsieur Olive, voire Monsieur Beaufy. Ça sera Monsieur Beaufy. Bonjour. Frédéric Bonjour. Olive a une contrainte et des problèmes techniques pour se connecter. Donc, je vais présenter à sa place et je vous laisserai via Madame Chabre mes coordonnées par la suite pour plus de questions ou des prises de contact. Bon, Enedis, vous nous connaissez, nous sommes le distributeur d'électricité, nous sommes un service public, nous sommes une filiale d'EDF, une filiale indépendante. Et vous nous voyez déjà pour la fourniture, la distribution de l'électricité, parce que nous acheminons l'électricité, quel que soit le fournisseur, hein, que vous changez de fournisseur, nous sommes toujours là. On opère donc en toute neutralité sur le réseau. Nous sommes une entreprise de près de 40 000 salariés en France et à peu près 700 salariés sur le Var. Donc, nos grandes missions, l'entretien du réseau, le développement du réseau, la conduite, le dépannage. On raccorde également les installations de consommateurs, mais aussi de producteurs. Et on vous accompagne dans vos projets de transition énergétique. Donc, c'est tout naturellement que nous sommes à vos côtés pour ce dispositif que nous avons appelé éco-énergie tertiaire. Donc, le décret tertiaire chez nous, c'est l'éco-énergie tertiaire. Et je vais vous montrer assez rapidement comment on peut vous accompagner. Nous voyons qu'on a à peu près, notre estimation, c'est que nous avons 1 million d'assujettis en France. Quand on a fait ce constat, c'est assez naturellement qu'on a vu qu'on se devait de vous accompagner en tant qu'entreprise de service public. 1 million d'assujettis qui doivent faire cette démarche cette année, c'est assez important. Nous sommes sur un marché ouvert, un marché concurrentiel
avec des entreprises qui, bien entendu, font jouer la concurrence et qui changent de fournisseur, j'allais dire assez régulièrement, oui, au gré des opportunités de marché, au gré des offres et au gré des besoins, parce qu'on a des fournisseurs aujourd'hui qui s'adaptent aux besoins des différents secteurs d'activité. Ce qui inclut, ce qui a pour conséquence le fait pour les entreprises de ne pas toujours pouvoir bénéficier de toutes les consommations sur les 10 dernières années, sauf si, bien entendu, vous avez tout ça en version papier, vous avez tout imprimé, vous avez tout ça sur un cloud, mais effectivement, ça peut être compliqué d'avoir toutes ces données. Votre fournisseur est tenu de vous les donner, mais c'est sûr que si sur les 10 dernières années, vous avez eu 4 fournisseurs différents, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, c'est pour nous le premier constat sur ce dispositif. Au niveau du calendrier, ben, vous le connaissez, hein, je vais vous le présenter, mais très, très rapidement, avec depuis, on va dire, au début de l'année, la possibilité d'importer les données sur Opera. La possibilité de saisir votre année de référence, ben là, c'est le mois d'avril, on y est. Et le mois de septembre, sur les dates limites pour déclarer ces consommations, enfin, entre septembre et à partir de septembre. Pardon. Donc, tout ça, bon, c'est des choses que vous avez en tête. Nous, on va intervenir sur deux moments, en fait, importants. Tout d'abord, pour vous donner ces infos sur vos consommations sur les 10 dernières années. Donc, sur l'historique, on va pouvoir travailler sur l'historique et on va pouvoir aussi travailler sur le flux, c'est-à-dire, une fois que vous aurez trouvé votre année de référence, que vous avez commencé à travailler sur des pistes d'économie d'énergie, ben nous, on va être aussi présents sur cette étape-là pour pouvoir remonter ces consommations et valider avec vous les économies d'énergie réalisées. Donc, sur le flux, ben, soit il y a plusieurs solutions. Hein. La Sogeti qui, de façon autonome, est en capacité de récupérer ces données hein, grâce à soit son espace client-fournisseur, son espace client Enedis, ses facturations papier dématérialisées, ou alors une demande via Enedis et notre accès Data Control Elec. Donc nous, on peut être là autant que faire se peut pour vous donner vos données de consommation de flux. On a pas mal d'entreprises qui nous contactent pour avoir accès à leur espace client Enedis. L'espace client Enedis est entièrement gratuit, bien entendu. Et vous avez toutes vos données annuelles brutes, mensuelles, journalières, à J+1 ou J+2. Donc, tout ça, vous pouvez avoir votre flux ou nous le demander via Data Control Elec. Il y a aussi la possibilité de récupérer ces données auprès des Enedis après avoir reçu le consentement et de passer donc par SGE tiers, donc via l'ADEME, plateforme Opera, et l'ADEME nous demande via SGE tiers ces données de consommation qui remontent via Opera. On constate que ça peut être un peu plus complexe et laborieux, mais bon, cette solution via l'ADEME existe aussi. C'est aussi une solution, mais le côté SGE tiers chez nous, c'est-à-dire SGE, c'est la communication entre le fournisseur et le distributeur. Ça rajoute peut-être un peu plus de complexité, mais ça se fait également. Par contre, pour tout ce qui est données, d'historique de consommation, et là, je pense que c'est ce qui va vous intéresser dans un premier lieu aujourd'hui. Donc, c'est la diapo suivante. Soit vous disposez de vos historiques de conso et vous pouvez choisir vous-même votre année de référence. Donc, on est dans le cas où vous avez tout ça, vous pouvez sortir très facilement vos 10 années de conso et en toute autonomie choisir votre année de référence. Donc, l'année, on peut dire, la plus défavorable de consommation.
ou alors c'est plus compliqué pour vous pour les raisons évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire changement de fournisseur, difficulté à remonter sur les premières années. Donc, tout simplement, vous nous faites passer vos PRM, vos PDL, c'est-à-dire la référence de votre contrat, via un tableau Excel si vous en avez beaucoup. Vous nous faites passer ces données-là. Nous, via notre adresse décret tertiaire Enedis, on fait ces recherches-là et en moins d'une semaine, en quelques jours, on vous retransmet un tableau avec vos 10 années de consommation sur chacun de vos sites, si vous en avez plusieurs de 1000 mètres carrés. Donc, ce système Enedis qui a été mis en place, là, il est en train d'être mis en place. Il est encore expérimental pour tout vous dire, hein, mais il fonctionne puisqu'on l'a testé avec la CCI du Var. Il fonctionne, même si c'est encore une expérimentation chez nous, mais dans les semaines qui viennent, ça sera vraiment une solution sur étagère. Ça vous permet de récupérer en quelques clics et en quelques jours, en passant par nous, par Enedis, toutes vos données de consommation sur les 10 dernières années. Par la suite, nous, une fois que vous les aurez récupérés, on vous propose de vous accompagner pour analyser avec vous ces consommations des 10 dernières années. En tant que distributeur, nous, on ne va pas vous vendre des solutions pour réaliser des économies d'énergie, parce que ce n'est pas notre métier, on n'est pas un fournisseur, donc on ne va pas être à vos côtés pour vous vendre des panneaux photovoltaïques, de l'isolation ou autre, mais on est à vos côtés pour donner vos données de consommation, vous guider dans vos projets, par exemple sur l'autoconsommation individuelle ou collective, organiser une communauté de consommateurs producteurs. Donc, beaucoup de choses peuvent être faites dans un deuxième temps. Là, on est plus dans notre mission de service public. Peut-être aller un peu vite, n'hésitez pas à me couper. Merci, Monsieur Beaufy. On pourra revenir sur les questions. Et effectivement, je vous confirme que la Chambre de commerce et d'industrie du Var étant également assujettie pour un certain nombre de ces bâtiments au dispositif éco-énergie tertiaire, nous testons avec Enedis l'accompagnement que l'entreprise peut nous fournir. Justement, on va continuer sur un retour d'expérience. Et je vais passer la parole à Ludovic Assot de la Chambre de commerce et d'industrie des Alpes-Maritimes qui va justement nous faire part de l'expérimentation des projets de la CCI 06. Merci Corinne, bonjour à tous. Donc Ludovic Assot, je suis responsable d'un pôle qui est le pôle industrie et énergie au sein de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc on accompagne d'un côté les filières stratégiques que sont le secteur industriel et la filière des entreprises de l'énergie. Et à côté de ça également, on accompagne les entreprises, des industriels, des commerçants, des restaurateurs, des hôteliers à engager leur transition énergétique. Et également, on a du patrimoine qui est soumis pour une partie d'entre lui au décret tertiaire. Et c'est ce que je vais vous présenter parce qu'on est un petit peu en avance de phase, en tout cas sur le projet. Corinne, tu veux mettre le PowerPoint? Oui, pas de problème. Donc, le siège de la CCI est situé en plein centre-ville de Nice. C'est un palais historique, un palais qui est classé au patrimoine historique. Donc, vous voyez, c'est un ensemble de 3 bâtiments sur une parcelle unique. 3 bâtiments qui sont dissociés, mais dont le cumul fait 4200 mètres carrés. Tu peux avancer. Encore. Donc, je peux vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Donc, nous, on a déjà travaillé sur notre année de référence. On a identifié, c'était 2014. Donc, on voit notre consommation réelle d'énergie. Donc, on consomme de l'électricité et du gaz sur le site. En
En 2019, on a fait un diagnostic et là, on a vu qu'on avait déjà, en fait, on avait déjà fait des économies depuis l'année de référence. Et du coup, on a modélisé nos objectifs de réduction à 2040, à 2050 et à 2060. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que même si d'année en année, on descend de 10%, en fait, plus on va aller vers le bout, plus c'est difficile, puisqu'il y a une réduction relative, on la voit, elle est de 16,5% entre 2030 et 2040 et de 20% au bout vers 2050. Et généralement, c'est un peu comme le vélo, c'est les derniers kilomètres qui sont les plus durs à monter, notamment parce qu'on va traiter d'abord en général tout ce qui est facile, et à la fin, on va se retrouver avec les derniers postes, notamment les postes d'isolation, qui nécessitent beaucoup de travaux, beaucoup d'investissements et peu de gains ou des gains qui sont plus difficiles. On peut avancer. Encore. Nous avons eu la chance, juste le slide d'avant s'il te plaît, nous avons eu la chance en fait, nous avons porté avec l'ADEME une expérimentation sur 10 sites tertiaires depuis 2019 dans les Alpes-Maritimes. On a accompagné 10 sites tertiaires pour les amener vers les aider à la conformité vis-à-vis du décret tertiaire. Donc, on a eu la chance d'avoir un diagnostic énergie qui a été réalisé sur notre bâtiment. Donc, le siège de Carabassel a été un des 10 sites pilotes. Donc, on a pu avoir, vous voyez, sur la partie gauche, on connaît nos postes de consommation par usage. Donc, ça peut nous donner aussi des idées sur les actions prioritaires à mettre en place. Et après, du coup, le prestataire nous a livré un plan d'action avec une série d'actions à réaliser. Là, on en voit une, l'isolation d'un plancher bas sur les locaux non chauffés par flocage. Donc là, on l'avait sur 2 bâtiments et on a pour chacune de ces fiches les investissements attendus, les économies d'énergie qui vont être potentiellement réalisées, le gain annuel, le temps de retour brut, les C2E ou les aides mobilisables, et du coup le temps de retour aide comprise, ce qui nous permet aussi de travailler sur l'éligibilité ou pas de certains postes. On peut avancer. Donc nous, quand on a travaillé là-dessus, on a créé un comité de pilotage au niveau du siège de la CCI, dans lequel on a intégré la gouvernance de la CCI, donc le président de la CCI, le directeur général, la direction travaux, les moyens généraux, le contrôle de gestion, notamment, et puis nous, experts de l'énergie, ce qu'on ne voulait pas, c'est que ça soit le projet de la filière énergie, mais on voulait vraiment que ça soit une vision d'entreprise. Donc, lorsqu'on a commencé à lancer les premières visions de travaux, on a essayé d'exprimer une vision. Et nous, comme on accompagne la filière énergie, notamment autour de 3 grandes thématiques, l'efficacité énergétique, l'énergie renouvelable et la mobilité durable, on a essayé de viser un bâtiment qu'on a appelé Totem, dans lequel, dans une première, en tout cas dans une stratégie de court et moyen terme, on allait intégrer des briques fonctionnelles de ces trois composantes. On peut avancer. Du coup, on a déjà lancé une première partie de travaux, avant même la déclaration sur Opéra. Notamment là sur une première tranche, on est aussi partenaire d'un projet européen qui nous permet d'avoir une enveloppe d'investissement. Donc on a lancé une installation, l'architecture SGR, donc Smart Grid, une GTB à l'échelle du bâtiment, une gestion technique centralisée du bâtiment. On a lancé des travaux d'isolation sur une toiture terrasse, isolation et étanchéité, sur une toiture terrasse qui allait recevoir en fait des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques en autoconsommation. Donc ça, pareil, les cahiers des charges ont été lancés, on notifie cette semaine, on notifie et donc on va pouvoir lancer les travaux. Et on a fait un gros travail, notamment avec les architectes des bâtiments de France, puisque le bâtiment, comme je le disais au départ, est classé au patrimoine historique et on a réussi à proposer une solution d'intégration paysagère qui nous permette d'avoir une installation photovoltaïque qui a été validée par l'ABF. Et après, on a validé sur fonds propres une autre tranche de travaux entre 2023 et 2025,
en commençant à faire des travaux d'isolation, des combles, d'une autre toiture terrasse, un complément d'installation photovoltaïque. On va travailler sur la conversion de notre flotte de véhicules thermiques en véhicules électriques avec des bornes de recharge intelligentes. Donc, on a tout un plan qui a été validé et qui nous amène déjà sur une première tranche qu'en 2025. On peut avancer. Alors, ça, ce qu'on a essayé de modéliser aussi, c'est de dire que voilà, les plans d'action énergétique aussi rapportent à ce que disait Johan en départ, hein, c'est que ça nous fait faire des baisses de consommation et du coup aussi des baisses de coûts, de charges sur le bâtiment. Et donc là, on a essayé de modéliser entre 2021 et 2025. Donc, on voit sur le premier histogramme l'investissement qui va être réalisé par année. Le deuxième, c'est l'investissement aide déduite, parce qu'on a mobilisé des C2E, parce que le projet européen nous finance une partie des installations. Donc voilà, le troisième bâton, c'est les économies réalisées dans l'année des travaux. Et le quatrième, c'est les économies cumulées de l'année, puisque là, en 2021, on va avoir 12 000 euros d'économies générées. L'année suivante, on remobilise à peu près 3 000 euros. Donc, en fait, sur l'année 2, on a 15 000 euros d'économie. L'année 3, on arrive encore à économiser 2 000 euros en plus. Donc, finalement, sur une année, c'est 17 000. Et ainsi de suite jusqu'à l'année 2025. Et en fait, quand on cumule les économies réalisées sur la période 2021-2025, on voit qu'on est déjà à environ 92 000 euros d'économie d'énergie sur le bâtiment, en fait, qui nous finance une année d'investissement sur les 5 années d'exercice que je présentais. On peut avancer. Ça aussi, ce qu'on a modélisé, c'est notre trajectoire vis-à-vis des objectifs du décret tertiaire. Donc, on a mis donc, en 2030, 2040, 2050 les axes horizontaux. On a mis la tendance qu'il fallait atteindre et on voit qu'en fait, dès la fin du programme de 2022, donc début d'année 2023, on sera quasiment à la tendance de 2030 et fin d'année 2025, lorsqu'on aura fini la deuxième tranche de travaux, on sera quasiment à la tendance 2040. Donc, on est en avance de phase par rapport au décret tertiaire. On peut avancer. Alors ça, c'est une limite qu'on a vue et je voulais vous la présenter parce que c'est quelque chose qu'on a touché du doigt quand on a commencé à travailler sur cette problématique. On a un plan d'action énergétique qui est à peu près valorisé à l'ordre de 600 000 euros environ sur le siège pour arriver aux objectifs du décret tertiaire. Mais quand on regardait sur le plan d'action qu'on nous avait fait, lorsqu'on parlait d'isolation, en fait, ce que le consultant avait valorisé, c'est uniquement venir mettre 10 cm de laine de roche sur les murs et de déporter les boîtiers électriques de 10 cm. Mais en fait, la réalité, c'est que quand on a attaqué de l'isolation, voilà, là, on a pris le modèle, c'est un plateau de la CCI avec des bureaux qui sont séparés par des cloisons. En bleu, on a les vitres qui ont déjà fait l'objet d'un changement qui sont en double vitrage. En orange, les ouvertures qui sont encore en simple vitrage. Donc, du coup, sur ce plateau-là, on aurait, en fonction de ce que nous a valorisé, environ 16 000 euros d'isolant à poser et à déplacer les boîtiers électriques. On aurait environ 30 000 euros de menuiserie à déplacer. Mais la réalité, c'est que quand on va commencer à faire l'isolation sur ce plateau-là, on va devoir casser les cloisons pour éviter les ruptures de pont thermique. Finalement, l'isolant qu'on va choisir, nous avait valorisé 10 cm de laine de roche, mais nous, on est en pierre. Le bâtiment est en pierre, donc on va devoir faire un mélange de chaux et de chanvre. Quand on va casser les cloisons, on va devoir aussi refaire le sol, probablement déplacer des radiateurs, retravailler sur les ruptures de pont thermique. Et finalement, le coût global de la rénovation, on l'évalue environ à 1 000 euros du mètre carré. Donc au final, on a un coût de rénovation de ce plateau de 446 000 euros, alors que la composante énergétique ne représente que 10% de l'investissement.
Donc, au total, la réalité, c'est qu'on nous a proposé un plan d'action énergétique d'environ 600 000 €, mais sur l'ensemble de notre patrimoine, il va falloir ajouter environ 4 millions d'euros, mais qui correspond à une approche patrimoniale. On n'est plus sur juste de la rénovation énergétique. On peut peut-être avancer. Donc, tout ce qu'on a, en tout cas, ce qu'on a commencé à réfléchir, c'est de se dire, bah voilà, il fallait réfléchir aussi à des stratégies d'action pour les actions de long terme, et notamment celles concernant l'isolation du bâtiment, notamment avec des stratégies par opportunité. Donc, on ne va pas lancer des travaux d'isolation quand les bâtiments ou les locaux sont assez récents. Donc, on va les refaire en fonction de l'état de vétusté des locaux. On avait pris l'exemple de ce plateau parce que c'est la comptabilité, le contrôle de gestion et que c'est la zone la plus vétuste du siège. En fonction des projets internes, si on a des projets de rénovation de bureaux, et ben on en profitera pour faire l'isolation, ou de l'inconfort réel ou ressenti par les occupants. On a réfléchi aussi à travailler sur des stratégies énergétiques. On a des murs nord qui sont particulièrement déperditifs et sur lesquels on a beaucoup de circulation des escaliers qui montent dans les bâtiments. Donc là, si on isolait cette partie-là, on aurait moins de travaux à réaliser puisqu'on a souvent des cages d'escalier, donc on n'aurait pas d'équipement électrique à déplacer. Ou alors de travailler sur des stratégies patrimoniales et d'essayer de mutualiser. On a beaucoup de patrimoine sur la CCI de Nice, on a des ports, on a des établissements logistiques, et de se dire, bah, est-ce qu'on ne peut pas essayer de mutualiser les postes de dépenses importants pour faire un effet d'échelle sur l'achat des prestations. On peut avancer. Et après, dernier point, voilà, dans le cadre de ces actions, on a aussi des actions qui sont un peu plus, qui sont pas des travaux d'investissement, mais qui sont des travaux de sensibilisation. On dit que la sensibilisation des collaborateurs peut amener jusqu'à 10% d'efficacité énergétique. Donc nous, on a travaillé avec une agence qui s'appelle Sobre Énergie, qui nous a accompagnés sur le sujet. Et donc, imaginez quand même le palais consulaire, vous avez vu les locaux, c'est une vieille institution, la CCI, et on est parti sur quelque chose d'assez décalé sur le principe de la rencontre amoureuse avec rencontre ton éco-geste. Donc là, on voit, on est parti sur des campagnes par saison, donc une campagne d'automne sur de la sobriété numérique, une campagne d'hiver, il y a une faute sur le chauffage, avec à chaque fois des challenges qu'on a réalisés avec les collaborateurs pour leur faire vider leur boîte mail, vider les réseaux pour limiter l'impact sur les serveurs. On leur a proposé de baisser la température d'1 degré. Je l'ai entendu ce matin à la radio, ils en ont parlé justement sur la problématique du gaz russe, comment on pourrait limiter la consommation de gaz. Et en contrepartie, ce qu'on a offert, puisqu'on n'avait pas encore avancé sur l'isolation et la performance du bâtiment, on a offert des plaids à chaque collaborateur pour les aider à limiter leur demande de chauffage. On peut avancer. Alors ça, vous l'avez c'est pas encore en place, mais donc la prochaine campagne, c'est au printemps sur la mobilité et également comment détourner les gens des ascenseurs pour leur faire, parce qu'il y a un poste de consommation des ascenseurs. Donc on a créé tout ce système de visuel, de nudge qui permettent de détourner vers les escaliers. Et on peut avancer. Et après, dernier point, nous, ce qu'on considère aussi, c'est que ce bâtiment doit être un démonstrateur des problématiques énergétiques. Et ce qu'on voudrait montrer, c'est que la rénovation énergétique sur du patrimoine remarquable, c'est possible. Donc, on a créé un concept qui s'appelle le Watt Lab. Et du coup, dans quelques mois, on pourra recevoir des délégations de collectivités, d'institutions ou d'entreprises qui ont du patrimoine qui ressemble au nôtre et leur dire, voilà, la rénovation énergétique, l'application du décret tertiaire ou du décret BAX, ce sont des choses qui sont possibles sur aussi du patrimoine remarquable. Et du coup, on aura un parcours pédagogique qui permettra d'amener d'une partie à l'autre, d'aller voir la gestion technique centralisée. On ira dans les zones techniques montrer ce qu'on peut faire pour du calorifugage, par exemple, ou d'autres systèmes. On montera sur les toitures terrasses pour voir l'installation photovoltaïque et on se promènera dans le bâtiment pour montrer que c'est possible. Et donc, c'est un outil qu'on propose en tout cas aux entreprises et aux collectivités des Alpes-Maritimes pour venir s'inspirer sur notre bâtiment. Et je crois qu'il en reste un et c'est terminé.
Voilà, donc là, nous, CCI, en tout cas, on veut vraiment montrer l'exemple pour essayer de faire avancer cette problématique. Merci de m'avoir écouté. Merci Ludovic de ce partage d'expérience. On est un petit peu court en temps, donc de suite, je vous propose qu'on passe aux questions-réponses. Dans cette phase-là, je vais être accompagnée par Bertrand Le Guinaire. Oui, alors, en fait, on a une première question hein, justement sur justement comment identifier si on est soumis ou pas, hein, de Valérie Falabrino, qui a 3 sites sur 3 parcelles différentes et détachées, 2 parcelles sur le 83 et une dans le 13. Donc, et la question, c'est on ne cumule pas effectivement l'ensemble de ces bureaux. Hein. Voilà. Et l'autre, une question subsidiaire, ils ont des activités pour les clients de défense, et ce n'est pas générateur d'exclusion, hein, le fait d'être classé confidentiel défense. Voilà. Monsieur Baktaoui, peut-être vous avez des précisions à Oui, alors pour les parcelles qui sont effectivement, les unités foncières qui sont sur des départements différents, effectivement, il n'y a pas de lien fonctionnel interdépartement, donc on ne somme pas les surfaces, bien évidemment. Donc, par contre, sur les 2 sites, si j'ai compris, il y a les 3 sites. La question de site, c'est de savoir si les 2 sont vraiment accolés et avec un lien fonctionnel. Dans ce cas-là, s'il y a un lien fonctionnel avec plusieurs unités foncières, dans ce cas-là, on somme la somme des surfaces tertiaires pour regarder l'assujettissement. Valérie Falabrino, si vous voulez faire une remarque ou si vous donner le détail des surfaces, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Moi, je voulais, si vous me permettez, je voulais réagir un peu à certains points des présentations qui me semblent assez importants. On a beaucoup abordé, par exemple, la notion de relevé des consommations avec GRDF et avec Enedis notamment. Alors, effectivement, c'est un enjeu, la notion des consommations. Et il ne faut pas que les entreprises fassent des recherches archéologiques et usent beaucoup d'énergie là-dessus. Si vous pouvez les avoir rapidement via les gestionnaires de réseau de distribution, c'est bien. Sinon, les quelques années d'exploitation précédentes, 3, 4, ça peut suffire pour aller chercher une année de référence. Surtout, ce qui est très important effectivement, on peut aller chercher les 10 années. Ce qui est très important, c'est d'aller chercher une année de référence antérieure à la réalisation de travaux. Voilà. Si vous avez fait des travaux, par exemple, 2017, 2018, là, il est vraiment important d'aller chercher une année de consommation assez ancienne pour que les travaux que vous avez réalisés puissent être pris en compte. Et la deuxième remarque que je voulais faire, c'est on a pas mal abordé les questions de photovoltaïque. Là aussi, ou alors d'IRVE, d'installation de véhicules électriques, là aussi, c'est intéressant et ça participe indirectement à l'éco-énergie tertiaire et aux objectifs décennaux, sous réserve de réaliser de l'autoconsommation. Donc voilà, s'il y a de l'éjection totale sur le réseau, ça ne va pas participer aux objectifs éco-énergie tertiaire. Donc favoriser l'autoconsommation et favoriser le sous-comptage lorsque vous faites de l'IRVE pour que le sous-comptage, pour que les consommations liées à l'IRVE, aux installations de véhicules électriques, puissent être décomptées de vos consommations. Voilà. J'enchaîne hein, parce que Marion Crozet a posé une question à laquelle vous avez répondu, mais je pense que je prends l'initiative de vous la reposer parce que je pense que ça va concerner de nombreux dossiers. Le décret précise-t-il la responsabilité entre le propriétaire et l'exploitant? Oui, tout à fait. Alors, et c'est très important. Dans chaque assujettissement, par exemple, je vais vous donner le cas d'un bâtiment de bureau sur lequel, par exemple, vous avez à la fois une entreprise, mais vous avez aussi, par exemple, une administration. Moi, c'est le cas avec un accompagnement que j'ai fait pour le Grand Avignon. L'agglo sous-louait une partie d'un bâtiment. Il y avait des assureurs, par exemple, qui louaient une autre partie. Donc, évidemment, il y a une co-responsabilité, c'est vraiment le terme, co-responsabilité entre le propriétaire et l'exploitant. Pourquoi? Parce que
à l'échelle de chaque entité fonctionnelle, une entité fonctionnelle, c'est un binôme locataire-propriétaire. Chaque fois que vous avez un locataire d'une surface tertiaire, ben lui, avec son propriétaire, il doit discuter de qui remonte les consommations dans Opéra, parce qu'il y a un identifiant unique de bâtiment, donc il y a vraiment une discussion entre le locataire et le propriétaire, et surtout sur le plan d'action. Il y a des actions qui relèveront du propriétaire, notamment tous les équipements communs, les chaufferies, les locaux communs, etc. Et il y a des actions qui relèveront du locataire lui-même sur l'exploitation même du local qu'il en fait. Donc cette co-responsabilité, elle doit vraiment être au cœur du dispositif. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment un binôme. À chaque fois que vous aurez une location d'espace, eh bien, il faudra regarder qui est le propriétaire pour que le binôme locataire-propriétaire échange et regarde à travers les baux qu'ils ont contractualisés qui est responsable de quoi. Merci. Merci. D'autres questions? Pas de main levée? Oui, excusez-moi, vous m'entendez? Très bien, oui, allez-y. Oui, bonjour. Je me suis permise de poser une petite question. Lorsque nous sommes en copropriété, quelles sont les démarches en fait? Ce que je veux dire par là, c'est que ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué parce que vous savez que dans les copropriétés, il y en a qui veulent bien investir, se donner les moyens, puis d'autres beaucoup moins, enfin, etc. Souvent, c'est géré par des organismes comme Foncia et autres. Comment on fait dans ces cas de figure? Est-ce que vous pourriez nous indiquer? Oui, bien sûr. Alors, en copropriété, c'est pareil. On va prendre un cas simple, on va dire, il y a trois entités fonctionnelles en copropriété. Alors, ce qu'on appelle une entité fonctionnelle, c'est un assujetti, c'est-à-dire un bâtiment d'un assureur, des bureaux d'un assureur, des bureaux d'une administration, des bureaux potentiellement en rez-de-chaussée d'un coiffeur, par exemple. Donc, vous avez 3 propriétaires assujettis. Ces 3 propriétaires-là, il y a un dialogue à avoir avec le syndicat de copro, par exemple, pour la remontée, qui va s'occuper de la remontée des consos. Et il y a un dialogue aussi pour savoir comment vont être restituées les consommations dans Opéra. Alors, chaque entité fonctionnelle doit remonter ses propres consommations, mais il y a aussi une partie qui est répartie au tantième en fonction des surfaces qu'occupe chaque entité fonctionnelle, que ce soit le coiffeur, les bureaux administratifs ou les bureaux de l'assureur, par exemple, privé. Donc, c'est toujours la même chose. Il y a un dialogue à avoir entre le propriétaire, donc qui va déléguer sans doute via les organes de gouvernance de la copro, via le syndicat de copro, pour savoir qui remonte les consos, comment elles sont remontées, comment le dialogue doit être fait pour que chaque consommation de chaque quantité fonctionnelle va être agrégée à la copropriété. Donc, par exemple, vous avez un identifiant unique de la copro sur lequel l'entité fonctionnelle 1 va pouvoir remplir ses consos, ses surfaces, l'entité fonctionnelle 2 pareil, l'entité fonctionnelle 3 pareil. Et dans le plan d'action, il faut clairement identifier qui va être responsable de quoi, notamment normalement la copro sur les travaux très très lourds et les chaufferies et les parties communes, et les entités fonctionnelles sur les parties qu'elles exploitent eux-mêmes. Je vous remercie pour ces questions, mais pratico-pratique, si vous prenez les gestionnaires de copropriété, il me semble qu'ils sont relativement peu actifs, puisque finalement, c'est un peu eux qui doivent nous aider et coordonner tout ça. Alors, oui, bien sûr, il faut, si le gestionnaire de la copro, il a l'engagement pour remplir la plateforme Opéra, par exemple, si c'est passé en délibération du conseil de la copro pour qu'il fasse ce travail-là, il y aura quand même un dialogue avec les locataires, parce que les locataires, eux aussi, ils sont concernés par rapport à leur plan d'action et les travaux qu'ils seront amenés à faire. Donc concrètement, il va falloir qu'ils définissent entre le locataire et le syndicat de copro, dans les baux et dans les organes de la copro, du qui fait quoi, qui remonte les données, qui fait quelle partie de travaux. Donc effectivement, il y a un gros travail à faire avec les syndicats et soit les syndicats, normalement, ce n'est pas les associations de copro, c'est plutôt le syndicat de la copro qui va avoir délégation pour travailler sur ces éléments. Après, ça peut être une tierce personne. Hein. Ça a été évoqué par Enedis, il me semble. Si c'est complexe, ça peut être une tierce personne sur laquelle on peut déléguer la remontée
des consos, mais pas des plans d'action. Les plans d'action, forcément, ça va être entre la copro et le locataire de les travailler. Une autre question de Catherine Bézard. Pour une industrie qui a à la fois des bureaux et des ateliers de production, comment se fait le calcul finalement? Alors là, c'est assez simple. Hein. On prend essentiellement la partie tertiaire. Les ateliers de production industriels ne seront pas concernés. On prendra sur le site industriel essentiellement la partie bureau et on regardera si la partie bureau, sur les surfaces cumulées de la partie administrative tertiaire, bureau tertiaire, bâtiment tertiaire, pardon, dépasse les 1000 m² d'assujettissement. Et donc, les objectifs en valeur relative et en valeur absolue seront calculés sur cette partie-là. Une autre question, existe-t-il des aides mobilisables pour les industriels? Peut-être. Pour les industriels, est-ce que vous pouvez préciser la question? Pour les industriels sur la rénovation de leur partie tertiaire? Et je pense, oui, vu le sujet, effectivement, je pense que c'est la cible. Hein. Là, on est effectivement dans le périmètre du décret tertiaire. Oui. Là, c'est moi qui fais la précision. Hein. Sur les aides industrielles pour décarboner de manière l'activité, oui, il y a des aides et n'hésitez pas à revenir vers nous à la fin de ce webinaire. Il y a deux types d'aides en gros. Hein. Il y a des aides spécifiques au plan de relance décarbonation et puis il y a tous les dispositifs de certificats d'économie d'énergie qui peuvent être mobilisés aussi sur du tertiaire, comme a pu le faire la CCI Nice Côte d'Azur. Si tu veux apporter ton témoignage, Ludovic. Oui, c'est ça. Pour revenir sur la question, en tout cas, oui, je pense que les industriels, même sur la rénovation de leur partie tertiaire, peuvent bénéficier des C2E. Nous, c'est ce qu'on a eu sur l'isolation de la toiture de terrasse. C'est un C2E qui est normé. Donc, on a eu une récupération de certificats d'économie d'énergie sur cette partie-là. Et il y a des, je crois que sur le calorifugage de réseau, c'est éligible aussi. Sur les isolations de sous-plancher, c'est éligible. L'isolation des combles, c'est éligible. Généralement, le changement de fenêtre, il y a aussi des petites choses à gratter. Donc oui, je dirais que c'est possible. Après, voilà, il y a d'autres questions, notamment en termes d'activité assujettie ou non. Donc, dans les documents qui vous seront transmis, nous joindrons également une foire aux questions qu'il y a sur la plateforme Opérate, la liste en fait de toutes les activités aussi qui sont retenues par rapport à ce dispositif. Alors, peut-être une dernière, je ne sais pas si on a du temps, hein, mais je vois qu'il y a une question sur l'année de référence. Existe-t-il des critères de choix? Alors, ce que je disais sur l'année de référence, que le bâtiment si le bâtiment est ancien et qu'il y a plus de 10 années d'exploitation et que vous pouvez récupérer les données, ben, il faut effectivement prendre une année sur laquelle vous avez eu des consommations assez élevées et des taux d'occupation aussi assez élevés, parce qu'on a beaucoup parlé des consommations, mais dans le choix de l'année de référence, il y a aussi tout ce qui est ce qu'on appelle indicateur d'intensité d'usage, surfacique et temporel, c'est-à-dire que la façon dont le bâtiment est occupé, si vous aviez par exemple 90% d'occupation et que maintenant, avec le développement du télétravail et autres, le taux d'occupation diminue, ben ça va être renseigné et ajusté dans la plateforme Opéra. Donc, effectivement, il y a le critère conso, mais il y a le critère aussi consommation, indicateur d'intensité d'usage, temps de présence dans les locaux et taux d'occupation des locaux. Effectivement, comme on l'a vu dans la présentation par la CCI 06, par Ludovic Asso, l'occupation du bâtiment et les consommateurs finaux sont importants, d'où l'intérêt de les informer, de les accompagner aussi dans ces changements de pratique, au-delà bien sûr des travaux de rénovation qui peuvent être nécessaires. Y a-t-il encore des questions? On en arrive au terme de nos échanges. Non, visiblement pas de... Si, peut-être encore. Non, je pense que... Donc voilà, on en arrive au terme.
Je vous remercie. Je repasse en fait la parole à Monsieur Virenque pour un mot de conclusion. Oui, merci, merci Corinne. Merci à tous pour votre participation et vos questions. Donc, ce que je dirais rapidement en conclusion, c'est que, bien entendu, donc, les services de la Chambre restent à votre service sur cette thématique, bien entendu, mais aussi, d'une façon générale, sur tout ce qui concerne la transition écologique, notamment au travers du programme START, que vous avez à l'écran, où voilà, nous restons à votre disposition dans le cadre de pour vous présenter plus en avant ce programme pour favoriser la transition écologique. Voilà, donc ce que je dirais. Donc, écoutez, encore merci à tous de votre attention et puis une bonne continuation, une bonne journée. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.